D'un coup, tu as un truc qui explose. Waouh, OK. C'est juste, on a eu une émergence à un moment donné, Ouais. on a laissé le modèle s'entraîner un peu plus longtemps et là, il s'est passé une dinguerie dessus, quoi. Bienvenue dans IA Ethic Insider, le podcast qui explore les dilemmes, les opportunités et les tensions d'une intelligence artificielle au service du vivant et du bien commun. Chaque mois, on explore ces sujets avec des entrepreneurs, des leaders du privé ou des esprits engagés. Aujourd'hui, le grand sujet, c'est IA et révolution invisible, le tournant 2025 que personne n'a vu venir, avec Pierre-Louis Guhur, ingénieur normalien, docteur en machine learning à l'ENS en partenariat avec l'INRIA. Donc, tu as publié plusieurs travaux de référence en vision 3D, robotique. Tu as cofondé évidemment la start-up Argile qui applique la reconstruction 3D. Enfin, ça, tu auras l'occasion de nous en reparler un peu plus en détail, et la simulation énergétique à grande échelle pour la rénovation des bâtiments. Et tu défends une approche d'une IA enracinée dans le réel, l'utile, le sobre et avec un fort impact climatique. Donc, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Tu es aussi un citoyen très engagé. Ça pourrait même faire aussi l'objet d'un autre épisode de podcast. Et donc, est-ce que, dans un premier temps, tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais chez Argile? Ouais, carrément. Bah, écoute, merci beaucoup Daphné pour l'invitation. Ravi de te parler un peu, de mon parcours, comment est-ce que je suis arrivé sur Argile. Donc moi, j'avais un parcours plus, on va dire, académique, assez classique, et j'ai eu un peu une révélation, je pense, en 2014, au moment donc à l'époque, moi, j'étais en études, electrical engineering, donc tu fais du traitement du signal, Mmh. des composants électriques. Et donc ouais, en 2014, je vois une vidéo, qui est faite par DeepMind, le labo de Google, qui sort, un nouvel algo pour résoudre les jeux sur Atari. Tu sais, les Mmh. jeux un peu à Ouais, l'ancienne, ouais. et notamment, il y avait un des jeux qui avait jamais été résolu qui s'appelle le casse-briques. Tu sais, tu Mmh. as un petit paddle et puis tu veux casser des briques, Ouais. dessus. Et donc dans la vidéo, il montre, voilà, en au départ, bah, il le paddle, fait un peu n'importe quoi, et au bout de 2 heures, il commence à devenir, vraiment pas mauvais, et au bout de 4 heures, en fait, il comprend une stratégie qui est assez cool, c'est de faire une gouttière. Donc tu casses les briques sur le côté, comme ça la balle est bloquée en haut et puis elle casse toutes les Mmh. briques. Et là, je me suis dit: «Waouh!» Là, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer. Et donc du coup, j'ai complètement, bifurqué. Je suis parti aller étudier, à l'école polytechnique de Zurich pour comprendre un peu c'était quoi le machine learning. Je suis parti ensuite, dans un labo de recherche aux États-Unis, heu, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passait concrètement. Ouais. Et donc voilà, il s'est passé pas mal de choses, et finalement après mes études, donc avec des potes, on se pose un peu la question, bah, OK, maintenant on a tous notre premier emploi. En fait, comment est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'impact dans ce qu'on fait? Et on tombe vite sur la question de la rénovation énergétique. Parce que quand tu regardes sur le papier, ça aligne toutes les planètes. Tu gagnes en confort, tu fais baisser tes factures, tu as ton bien qui se valorise, tu gagnes en souveraineté, au niveau de la nation. C'est génial, ça fait des emplois locaux. Donc on achète une maison à Villejuif, et qu'on vient, rénover avec nos petites mains. Donc ouais, tu une bande de normaliens à lunettes là qui se met, dans les chantiers avec des grosses poutrelles à porter. Et on En fait, à la fin, il y avait un peu la conclusion, bah, heu, c'est trop chouette. Effectivement, ça répond même au-delà de ce qu'on espère en termes de confort. On est devenu quasiment autonome en chauffage et eau chaude sanitaire, c'est trop cool. Par contre, pour y arriver, c'est quand même un peu le parcours du combattant. Faut 3 normaliens pour y arriver. C'est ça, en fait. En fait, tu as plein de sons de cloche différents, entre ton architecte, tes fabricants. Chacun te donne un peu une version différente, «OK, il faut faire ça et surtout pas ça», et en fait, quand toi, tu reçois ces informations, tu es en mode, bah, enfin, qu'est-ce qui a raison? Et puis, pourquoi est-ce qu'en fait, aucun d'entre vous ne parle de mon logement, mais vous partez tous d'une idéologie un peu? Mmh. Et personne ne peut me dire à la fin, bah, où est-ce qu'on va, quoi? C'est un peu le saut dans l'inconnu, ça fait un peu peur. Et donc, ouais, il y avait un peu le besoin d'aller résoudre ça, il manquait un peu l'outil pour y arriver. Mais du coup, bonne nouvelle, je fais un doctorat, en IA sur, grosso modo, comment on peut avoir une forme de ChatGPT dans un logement. Et donc du coup, Mmh. il y avait un peu ces 2 briques-là, la brique métier
OK, à la fin d'un chantier, tu as quand même compris un peu qu'est-ce qui se passe. Tu as compris, comment est-ce que tu fais une bonne préparation de chantier, comment est-ce que quels sont les avantages et puis la brique, d'IA pour, mettre de l'huile dans ces rouages, faciliter la prise de mesure, toute la préparation, Mmh. plein d'étapes qui sont aujourd'hui, assez laborieuses. Donc Mmh. c'est comme ça qu'est né, Argile, et puis on s'est bien développé là sur les dernières années. Bah, ça, on aura l'occasion, d'en reparler, donc vraiment, ce passage aussi du, ChatGPT, donc la version, LLM qu'est-ce que l'IA peut apporter, encore plus loin, dans la révolution, hem, IA, enfin, plutôt, dans la rénovation énergétique. Et pour commencer, avant de parler de tous ces sujets et de cette fameuse révolution dont on a si peu entendu parler, enfin jusque-là, en 2025, petit, détour pour, parler du fait d'être, entrepreneur aujourd'hui, en plus, vraiment avec, une casquette, tech, avec l'IA. Heu, Qu'est-ce que ça change, pour toi? C'est quoi, on en parlait juste avant, hein, être entrepreneur avec, les super pouvoirs de l'IA. Comment vous fonctionnez? Comment ça se passe chez vous? Ouais, ça change pas mal de choses. Donc, j'avais monté une première boîte en 2017 et en fait, je vois que le contexte a rien à voir en l'espace de 8 ans là. D'un côté, les capitaux sont quand même beaucoup plus difficiles d'accès. Maintenant, tu as besoin d'avoir un revenu récurrent, un MRR, pour pouvoir, prétendre à du financement. Ce qu'il y avait pas trop à l'époque, c'était quand même un Mmh. peu plus généreux. Et de l'autre côté, on voit des boîtes, qui ont explosé d'un coup, Cursor, Lovable, qui, en l'espace de 2 ans, ont de la centaine de millions d'ARR, donc de Ouais. revenus récurrents annuels. Enfin, ça paraît complètement dingue et surtout, le leitmotiv avec chaque fois, c'est que c'est des petites équipes. Ce qu'on Mmh. voit, c'est que on a sorti un peu du modèle où tu lèves plein de sous pour, aller recruter, 20-50 personnes. Mmh. Et plutôt des équipes qui sont ultra focalisées, à fond focalisées sur le produit, et qui développent très vite. Et donc ça, c'est le deuxième changement aussi, c'est que, aujourd'hui, ouais, je peux faire des journées avec plus de 10 000 lignes de code. Heu, c'est quelque chose que normalement une équipe de dev ne fait pas en un mois. Tout va beaucoup plus vite. Donc c'est chouette, ça change beaucoup de choses dans la mentalité de l'équipe. C'est un peu excitant, ça fait un peu peur aussi parfois honnêtement, Ouais. mais c'est amusant. Ouais. Bah, du coup, vous avez que des, 10X engineers, chez vous. C'est ce qu'on appelle, ça les développeurs qui sont beaucoup plus productifs. Faudra faire attention à ce que, il y en ait pas qui cumulent des emplois comme ils font, dans la Silicon Valley, tu vois? Mais effectivement, moi je me rappelle aussi quand j'ai développé ma plateforme, tu vois, en 2018. Je me rends compte, en fait, aujourd'hui ça coûte beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que les capitaux sont plus difficiles à atteindre et en même temps ils sont un peu plus inutiles. Donc au final maintenant c'est plus, vraiment, l'enjeu d'avoir des capitaux intelligents et puis de plus, chercher absolument à avoir, 120, développeurs, pour faire quelque chose, quoi. Avoir une équipe hyper agile, c'est chouette, que vous arriviez, à faire ça et tu me disais tout à l'heure, ça vous permet, d'itérer, beaucoup plus vite et finalement d'avoir, une approche, produit, beaucoup plus, innovante, beaucoup plus instinctive et aussi, finalement d'être plus à l'écoute des clients et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment un cas où, l'IA, permet alors certes de produire plus, mais surtout, de dégager plus de temps, sur des choses qui sont humaines quoi. Ton intuition, sur, le temps potentiellement avec, des clients, comment tu vois tout ça toi? Ouais, j'ai l'impression que ça change, vraiment tous les rôles dans une boîte. Tu vois, par exemple, un développeur aujourd'hui, il est pas juste là pour, excuse-moi, pisser du code et en fait, il a sa carte à réaliser et puis vas-y, je la prends et je la réalise. Il a besoin d'être en contact vraiment avec le client, pour redéfinir, ben, en fait, OK, ce que je fais, je le vois vraiment dans quoi est-ce que ça s'inscrit Mmh. et tiens, en fait, ça qu'on a fait un peu les spécifications, on n'y a pas pensé, mais ça me rappelle une conversation que j'avais eu telle personne et vas-y, je le fais tout de suite. Mmh. Et donc sur des cycles qui sont incroyablement courts. Ouais. Donc nous, ça a changé un peu des trucs en organisation, par exemple. Donc chaque, jour, on fait, les équipes de dev, ce qui s'appelle des daily. Mmh. C'est-à-dire on raconte: «Bah, OK, hier j'ai fait ci et j'ai fait ça et demain je vais faire ça». Et normalement, c'était les daily donc sont faits traditionnellement que par les devs.
Mais nous, on s'est dit: «Bah, non, il faut intégrer, toute la boîte». Mmh mh. Donc on raconte les rendez-vous clients qu'on a eus, raconte, les user research qu'on a fait pour comme ça, chacun est vraiment aligné. OK, c'est en fait, aujourd'hui, on a tel problème et on a tel problème, et voilà, exactement le ressenti d'un utilisateur. On a fait une Mmh. formation et quand il a cliqué là-dessus, il a pas compris qu'est-ce qu'il fallait faire, et ça change vraiment le côté où, bah, on reste sur des rôles traditionnels. On a un responsable produit, on a un designer, ça, on est super content de l'avoir. Par contre, le développeur est aussi lui-même son propre product manager en quelque sorte Mmh. puisque en fait, c'est le manager d'une équipe, d'IA derrière qui l'aide à coder. Mmh. Il est plus tout seul dans sa mission, il est avec une équipe, Ouais, c'est ça. agentique. Chacun prend un peu de hauteur finalement par rapport à son job, pour se spécialiser vraiment sur, sa vision, et c'est vrai que tous les jobs en fait se redéfinissent, même les PM, PO, sont un peu moins, que sur de la features et ils peuvent prendre plus de recul, tester plus de choses et aujourd'hui donc c'est quoi, donc tu as eu ces gains de productivité, tu continues à en voir à mesure que, les modèles, s'améliorent? Ou est-ce que, tu vois, tu penses que, les limites actuelles finalement sont pas, technologiques, mais plutôt, humaines? Il y a le cas au sein de Argile, mais aussi, au global. Enfin, comment tu vois un petit peu, les choses là-dessus sur, les limites, et les progrès qu'on continue à faire côté LLM? Ouais, écoute, moi, je te dirais, j'ai l'impression qu'on les modèles sont suffisamment bons maintenant. En fait, au départ, j'adorais suivre, dans les benchmarks, OK, Ouais. maintenant il y a lui qui arrive en tête et en fait, là, maintenant, on s'en fout, Mmh. honnêtement, de qui est le premier, parce que les modèles ont répondu un peu à leurs promesses. Mmh. Quand GPT-3 est sorti en juin 2020, c'était super impressionnant, mais il y avait plein de problèmes. Il y avait de l'hallucination, Mmh. à peu près tout le temps. Il était pas très futé. Il pouvait pas faire grand chose, tu vois? Maintenant, on est sur des modèles qui arrivent à utiliser plein de fonctions en parallèle. Ils vont te faire une recherche sur internet. Ils disent: «OK, bah, là, en fait, je suis un peu pas très sûr de moi, donc je vais me commencer à réfléchir». Et donc toutes ces promesses-là ont été atteintes. On a encore, des incréments sur les modèles, régulièrement et ça fait toujours un peu plaisir et ma conviction, c'est qu'on est assez loin pour l'instant de saturer sur ces incréments de progression. Mmh. On a encore quelques barrières à l'entrée pour avoir des vrais agents véritablement intelligents, mais pour les applications qu'on a, c'est largement suffisant. Mmh. Là, la vraie question maintenant, c'est peut-être d'arrêter de trop, améliorer les modèles, mais comment est-ce qu'on les met en application? Mmh. On a un peu des fusées, maintenant, il faut les faire atterrir quelque part. Ouais. Donc c'est un petit peu ça. Il faut aussi sortir un peu de sa tour d'ivoire, au le micro enfin la réalité des entreprises, elle est pas de elles en sont pas encore toutes là. Parce qu'on traditionnellement, on donnait un peu dans le process de dire: «OK, d'abord, il faut que tu te numérises, après tu Mmh. crées ton data lake, donc tu mets toutes tes données au même endroit et puis après tu vas recruter, des data scientists qui vont mettre un peu d'ordre dedans et puis une fois que tu as fait ça, tu auras le droit enfin de faire un peu de machine learning». Mmh. Heu En fait, là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un peu, maintenant des entreprises, des petites PME, qui brûlent les étapes Mmh. et elles ont pas encore de site internet, mais par contre, elles utilisent à fond de l'IA. Ouais. Ça commence au départ par les employés qui utilisent leur compte perso, Mmh mh. ChatGPT et puis après le patron il dit: «Ouais, mais en vrai, peut-être qu'il y a un truc à aller faire, comment est-ce qu'on peut réussir à mettre ça au cœur de notre produit?» parce qu'il y a des vrais enjeux, on a des vrais enjeux Mmh. qu'on peut venir accélérer. Ouais. Alors il y a 2 chemins possibles, en fait, là, ce que tu dis, c'est qu'en l'état actuel, maintenant on a un enjeu donc de faire ruisseler ça dans la vraie vie et qu'en même temps, ce que tu as dit un peu avant, c'est qu'en labo, par contre, il y a encore, des choses, qu'on peut faire pour aller plus loin. Toi, tu vois ça comment, jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qu'on pourrait régler, encore, tu vois, est-ce que tu crois à la super intelligence? Comment tu vois avant de parler vraiment, de des applications dans la vie réelle, dis-nous un peu comment tu vois les choses là-dessus, Ouais, on a un peu 2 indices comme quoi, on est loin de saturer. Le premier, c'est quand tu regardes le coût, enfin le graphe qui suit en gros la performance des modèles Mmh. et le prix du token, Ouais. bah, tu vois qu'il est enfin ça te fait des fronts de Pareto et l'écart entre chaque front de Pareto, donc ça dépend de la date et en fait, il reste constant. Donc Mmh mh. ou autrement dit, on est sur une progression encore linéaire sur ces modèles-là. On ne voit pas cet effet de seuil où on s'est pris un pied dessus. Mmh. Il y a eu beaucoup de doutes parce que,
bah, là, en gros, fin 24, Ilya Sutskever, donc qui est, l'ancien, directeur scientifique d'OpenAI, il dit: «En fait, les gars, il y a juste un internet. Mmh. Maintenant, on l'a appris sur tout internet. On sait pas trop comment faire. Bon, bah, bonne nouvelle, en fait, on a construit pas mal de jeux de données synthétiques. Mmh. On vient construire plein de nouvelles énigmes, à faire Mmh. résoudre par les LLM quand on les entraîne et ça continue de s'améliorer et les LLM peuvent maintenant produire eux-mêmes leurs propres données synthétiques. Donc on a réussi un peu dans ce domaine-là du texte pur, à s'affranchir de ce problème de la donnée. Mmh. Heu, il y a ça donc ça nous permet de progresser, mais n'empêche qu'on a encore un peu des comment on a dit un plafond de verre qui permet d'atteindre une vraie intelligence. Ouais. Hem, Ça veut dire que, on pourrait, aller, encore plus loin. Est-ce que c'est, tu as un problème de ressources énergétiques? Est-ce que c'est un problème de compute aujourd'hui? C'est quoi le tu vois, ce qui fait que, jusqu'où on peut aller vraiment, en fait? C'est ça la question. En vrai, c'est compliqué à répondre, Ouais. jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Heu, Traditionnellement, ouais, on se disait qu'il y avait 3 limitations. Tu avais la data, tu avais les algos et tu avais la puissance de calcul. Mmh. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de puissance de calcul, en fait, depuis, allez, on va dire 2 ans, les processeurs ont évolué, mais les modèles ne nécessitent pas beaucoup plus de données, Mmh. de puissance de calcul, voire même, on a des super modèles qui en demandent beaucoup moins. Donc vraisemblablement, aujourd'hui, le goulot d'étranglement, il est pas là-dessus. Sur la donnée purement synthétique, bah, on a trouvé un peu des solutions, en tout cas sur la partie texte. Sur Mmh. d'autres, enjeux, c'est en cours d'être résolu, mais ça l'est pas encore complètement. Et après sur la partie, les algos et qu'est-ce qui va faire, cette intelligence-là? Je pense que là, on arrive un peu à un vrai goulot d'étranglement aujourd'hui. Il faut qu'on change la manière dont on Mmh. réfléchit. On est arrivé un peu aux limites donc un LLM, ça fonctionne de la manière suivante, c'est, je te donne une phrase et j'ai un trou après et je te demande de prédire le Mmh. mot suivant le plus probable. Bah, ça, c'était très intéressant au départ, mais maintenant on est arrivé aux limites, je pense, de ce paradigme-là. Il faut qu'on aille aller explorer Mmh. des nouvelles idées. Ouais, avec plus d'intelligence finalement et alors juste sur les données synthétiques, ça veut dire que, tu sais, il y a cette théorie de l'effondrement des modèles, qui font que, bah, plus, ils apprennent en fait sur des données qui ont été générées, qui étaient un peu pourries et qui se dégradent au fur et à mesure et plus en fait on va avoir des modèles, enfin des performances qui au bout d'un moment vont s'effondrer parce que, les modèles auront appris sur, des données enfin générées par d'autres modèles mais qui étaient un peu toutes pourries. Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, non, finalement, là, on arrive à avoir, à générer des données synthétiques, de manière à pallier, en fait, à ce problème-là, c'est ça? Ouais, ça je pense que c'était un peu une forme d'intox, tu vois, cette Ah histoire ouais? Ouais. de parce qu'en gros, dans la recherche, on a toujours su un peu à faire ce qu'on appelle du hard mining, Mmh. c'est-à-dire d'identifier un peu dans ton jeu d'entraînement, les échantillons qui sont les plus difficiles, Ouais. sur lesquels tu veux t'entraîner. Donc en fait, tu viens vraiment fine tuner, tu viens t'entraîner de manière très dure sur tes problèmes difficiles. C'est ce qu'on fait quand on est humain, tu vois? Quand tu vas passer, le bac, bah, tu vas plus réviser à faire 2 plus 2 égale 4. Mmh. A priori, ça, tu commences à bien le maîtriser et tu vas aller vraiment sur les exercices, Mmh. qui sont difficiles. Bah, ça, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps, dans la recherche Mmh. et ça a jamais été vraiment, un gros enjeu. Le OK. vrai enjeu, c'était vraiment de se dire: «Comment est-ce qu'on peut trouver des nouvelles sources, des nouveaux gisements de données, Mmh. avec un coût qui soit raisonnable?» Donc OK. c'est toujours une équation à la fin un peu économique. Ouais. Combien est-ce que d'argent est-ce que je suis prêt à mettre en termes de calcul, en termes, d'accès à la Mmh. donnée? Et Et donc là, donc si on synthétise, en fait, bah, on peut c'est, ouvrir quoi. OK. On ouvre un peu ses chakras là-dessus, ouais. Et c'est cool parce que, du coup, ça veut dire aussi qu'on a plus de maîtrise sur, les biais, potentiellement embarqués dans les datasets? Et donc ça fait que potentiellement on pourrait, aller vers des modèles moins, biaisés, finalement, non? Ouais, carrément, carrément, Ouais. on peut jouer là-dessus. Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, ça dépend, qui est-ce qui vient débiaiser. Oui, c'est vrai Heu, aussi, ouais, oui. mais c'est clair qu'on voit qu'on a une bien meilleure contrôlabilité des modèles. Donc là, on voit avec la nouvelle génération de Sora où tu peux, vraiment mettre un texte réglementaire. Donc par exemple, là, ils viennent d'acheter les droits de Mmh. Disney pour avoir les personnages de Star Wars.
Ouais, mais il faut pas avoir les visages des acteurs dedans. ouais, Donc je vois, c'est super, fin comme type de contrôle ouais. et en fait, ça marche directement, donc c'est quand même cool. Mmh. On peut vraiment un peu s'amuser avec, cette matière du cerveau un peu de cette IA et de la Mmh. modeler, hein, comme on le souhaite, avec des les données que tu viens régénérer pour fine tuner ton modèle. OK. Donc ouais, carrément, on peut faire beaucoup de choses. On arrivera toujours à enfin, faut garder en tête que l'IA sera jamais, safe. Ouais, Il y a toujours un risque même existentiel et qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec, parce ouais. qu'il est pas enfin, il est toujours inhérent à la structure même de ce que c'est qu'un LLM. Mmh. Donc on peut pas, se donner des garanties absolues, mais on peut, réduire le risque et croiser les Mmh. doigts que le risque soit suffisamment faible. C'est ça, c'est ça. Donc qu'au bout d'un moment, on se fasse pas, supplanter, par, par l'IA, même en l'état, quoi. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Trop bien et donc là, maintenant, si on parle, donc il y a effectivement ce sujet de, et je suis complètement d'accord avec toi de, en fait, la technologie est là et si on apprenait ne serait-ce qu'à bien s'en servir parce que vous, vous savez vous en servir donc vous avez connaissance de la pleine puissance, en fait, de ce qu'on peut faire. Mais, c'est vrai que dans la vraie vie, il y a encore beaucoup de monde qui enfin, d'entreprises, hein, qui sont là à découvrir, à se dire: «Ah bah, finalement, soit ils savent pas bien se servir de l'IA et donc ils se disent: «Bon, bah, en fait, ça sert à rien» et ils comprennent pas vraiment, l'enjeu. Soit quand tu as vraiment appris à t'en servir, tu te rends compte que en l'état actuel, déjà si on arrivait à bien l'utiliser partout, en fait, ça change complètement, de paradigme. Enfin ça bouleverse, la société. C'est ce que je dis souvent parce qu'avant on se disait, «Oui, c'est, l'AGI ou la super intelligence qui vont faire que, toute la société, va, changer, être Ouais. bouleversée», mais finalement même pas. Donc comment tu vois, toi les choses, là-dessus? Admettons, on est en, 2028. Ah, j'aime pas trop, mais on est en 2028. Tout le monde s'est emparé de l'IA, l'utilise bien, comprend, et a tous les gains de productivité. Il y a plein de jobs qui ont disparu, il y a la compétitivité qui s'est accrue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait et quelle société? Ça pourrait être une question de conclusion, mais parlons-en, dès maintenant avant de parler vraiment de la révolution, dans Ouais, ouais, l'IA, tu ouais. vois, au-delà des LLM. Ouais, déjà, bah, faut se poser un peu la question de où est-ce que tu peux appliquer des LLM pour pouvoir y répondre. Ouais, On partout. va pas se mentir. Ah ouais, dans tous les métiers, tu as forcément des petites tâches que tu peux, faire accélérer avec de l'IA. Mais par exemple, il y a des choses que tu peux pas faire Mmh. avec, où tu as pas envie de faire. Mmh. Par exemple, j'ai pas envie moi d'avoir un médecin, qui Mmh. soit une IA parce que j'ai besoin d'avoir une confiance avec la personne Mmh. et je sais qu'un humain va avoir ses biais, mais n'empêche, ça me rassure vachement Mmh. heu, de pouvoir avoir ce socle de confiance. Dans mon secteur, la pompe à chaleur, je veux pas qu'elle soit posée, par n'importe qui. Mmh mh. J'ai envie de vraiment vérifier, OK, cette personne-là, voilà le nombre de pompes à chaleur et puis elle est amoureuse de son produit, elle adore, techniquement qu'est-ce qui se passe. Tu arrives à trouver des gens qui posent des des pompes à chaleur en étant passionnés, Ah ouais, de ouais, c'est du des produit. c'est des geeks, Ouais. les gars, ouais, Ah, ouais, c'est ouais. marrant, ouais, Ah ouais, ouais, bah, en fait, déjà, c'est passionnant techniquement, ouais, en vrai, il se trop passe enfin, marrant, c'est ouais. quand même un bel engin technologique, OK. et donc du coup, en fait, c'est marrant, ils adorent, tu vois, poster sur les réseaux sociaux vraiment leurs installations. «Regardez, c'est l'alignement, Ah il est ouais? Ouais. parfait, j'ai bien posé mes câbles et tout». Ce qui, tu vois, pour le commun des mortels, tu là: «Ouais, bon, ça me dérangeait pas si tu avais le câble pendouillé un peu, c'était pas la fin du monde», mais Ouais. ouais, ouais, tu as vraiment cette passion du métier de Ouais. l'artisan, quoi. Parce que moi, j'avais plutôt l'image de mais après c'est très biaisé parce que tu sais, tu as plein de gens aussi qui se sont mis à poser, des pompes à chaleur, juste, histoire de, Ouais, ouais. s'appuyer sur les dispositifs, mais en fait, c'est pas ça, quoi. Il y a tout un tissu, Non, c'est hyper clair, en fait, le passionné, gros ouais. du marché, il est, tu vois, nous, on a un artisan sur 2 qui n'est pas au courant des aides qu'il y a sur les pompes à chaleur. Ah ouais? Aujourd'hui, tu peux quasiment financer entièrement tes aides par les pompes à ch enfin, ta pompe à chaleur par les aides Ouais, et quand on leur disait, ils sont: «Ah ouais? OK. Oh, c'est ouf!» Trop Et marrant. pourtant, enfin, tu vois, ils en vendent et juste, bah, comme ils font un travail de qualité, bah, ils arrivent à avoir des nouveaux clients Ouais. et ouais, pour eux, c'est chouette, quoi, aussi, OK, ouais. Trop ouais, ouais, marrant. en fait, le côté un peu margoulin de la personne qui vient te harceler sur le téléphone, bah, on en est tous victimes parce qu'on a tous ces harcèlements téléphoniques, mais ça reste vraiment la petite marge du marché, Ah ouais, comme quoi, ouais. ouais, c'est Comme quoi les biais, c'est bref. j'ai plus le mot, ouais. Ouais, ouais, Mais tu vois, OK. pour répondre un peu à ta question là sur les LLM, donc ouais, une question que moi j'aime bien un peu me dire pour savoir, bah, est-ce que,
est-ce que ça a du sens de mettre de l'IA là-dedans? Mmh. C'est, tu prends ton problème et tu dis: «OK, si jamais j'avais un nombre infini de stagiaires à ma disposition, Mmh. est-ce que ça me résout mon problème?» Ouais. Parce que fondamentalement, ChatGPT, c'est après l'intelligence d'un stagiaire, il a pas tout le contexte métier que toi tu as. Mmh. Par contre, bah, il a un coût marginal, tu peux en lancer plein en parallèle, Il fait donc pas de faute d'orthographe par contre. ça, c'est cool et ça m'aide beaucoup. J'avoue. Et Ouais. donc, quand tu vois ça, bah, tu vois des métiers où tu vois tout ce qui est satisfaction client, bah, quand tu reçois plusieurs, centaines de messages par Mmh. jour, bah, tu peux déjà commencer à les classifier en disant: «Est-ce que lui c'est du niveau 1, c'est un peu Mmh. facile ou est-ce que c'est du niveau 2, tâche un peu plus difficile, il faut aller un peu chercher dans la documentation ou tâche niveau 3». C'est-à-dire que tu as vraiment besoin d'avoir l'équipe, technique qui vient Mmh. intervienne dessus. Donc ça, c'est un premier dispatching qui est assez facile à faire pour une IA. Et même maintenant, ce qu'on voit sur, des logiciels comme Intercom, qui est un peu le référentiel, c'est qu'ils ont intégré des LLM, Mmh. pour faire les niveaux 1 et 2. Donc tu lui donnes juste ta documentation, il y répond. Ouais. Parce qu'effectivement, là-dessus, tu mets une armée de stagiaires, bah, ça se passe pas trop mal derrière. Mmh. Heu, Si on va un peu dans le spectre, il y a aussi un peu des tâches intermédiaires. Je trouve, par exemple, le boulot de développeur informatique, Mmh. bah, il est un peu entre les 2. Tu vois? Je suis Ouais. pas du tout d'accord avec, la vision d'NVIDIA de dire, «Ça sert à rien d'apprendre le code aujourd'hui Ouais. parce Mmh. qu'il y aurait plus de code». En fait, si, il y en a encore plus qu'avant parce que justement, on a ouvert ces chakras, on peut aller Mmh. beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Par contre, quand tu es junior, dans le contexte aujourd'hui, Mmh. c'est galère, Ouais. parce que tu es pas très loin du niveau de ChatGPT Ouais. et donc quand tu es dans l'entreprise, c'est là, est-ce qu'on recrute un junior ou est-ce qu'on prend un nouvel abonnement? Ouais, c'est ça. C'est Ça triste, se ouais, réfléchit ouais. Ouais. et à l'inverse, par contre, les seniors, ben, eux, ils sont beaucoup plus demandés dans les Mmh. boîtes parce qu'ils arrivent à gérer, à manager plusieurs IA en parallèle Mmh mh. et à éviter de tomber dans la fallacie un peu de la surconfiance en mode: «Ah oui, il m'a produit du code, donc je le mets en production Ouais. parce que ça doit être bon». Non, il a un esprit critique Mmh mh. et il sait ce qui se passe, il contrôle l'animal. Ouais. Ouais, complètement, complètement. Donc Argy a, des millions de stagiaires à son service, finalement. OK et donc maintenant, là, si on parle vraiment, du gros sujet, ça m'a frappé parce que quand on échangeait ensemble, on parlait des LLM et cetera, mais tu m'as dit, c'était il y a quelques mois là déjà avant qu'on dit: «Non mais en fait, ce qui s'est passé, cette année, il y a eu des grosses avancées dans des domaines, de l'IA», qui est donc, bah, le sujet des world models, où à l'époque, j'en avais même pas encore entendu parler alors que je fais quand même une veille assez, importante. Il a fallu attendre, bah, les articles sur, Yann Lequin qui quitte Meta pour se dire: «Ah oui, on parle de world model», même si lui avait commencé à enfin, depuis un moment, à dire que finalement, il fallait réfléchir à un paradigme différent, et cetera. Il y a pas que lui, hein, qui travaille sur les world models, Fei Li, et cetera. Et est-ce que tu veux, déjà j'étais hyper étonnée, qu'on n'en ait pas entendu parler, plus tôt, sachant que toi, en fait, tu nous en avais parlé déjà l'an dernier, mais comme je te disais à l'époque, on était là: «Oui, bon, encore un truc de chercheur, qu'est-ce qu'il nous raconte?» alors qu'en fait, c'est assez dingue, ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous éclairer, vraiment, là-dessus, quoi? Ouais, carrément. Bah, peut-être que enfin, faut te donner un peu un parallèle, en fait, sur ce qui s'était passé sur les LLM. Donc tu vois, en 2017, tu as, le transformer, donc le Mmh mh. transformer, c'est le T dans GPT, qui sort. 2018, tu as GPT-1, 2019, tu as GPT-2. Grosso modo, c'était sympathique, mais c'était pas dingue non plus. Mmh. Pour donner un exemple, donc en 2019, c'est le moment où je commence mon doctorat et là, j'ai mes profs de l'ES qui me disent: «En vrai, bah, va pas faire une thèse en IA, maintenant il y a plus de progrès, on ça a saturé, tu Mmh. vois? Les nouveaux modèles qui sortent, c'est sympathique, mais grosso modo, on va s'arrêter à reconnaître un chat d'un chien d'une Mmh. photo. C'est chouette, mais ça ne résout pas les vraies questions». Mmh. Et quand donc GPT-3 est sorti en juin 2020, c'était un séisme dans la communauté parce que là, il commence à donc tu lui mets un début de phrase et il vient te compléter, ton texte pour en faire un paragraphe. Ça a plein de défauts. Tu vois, tu pas de réflexion derrière, t'as pas de causalité, tu pas du tout de style littéraire. Ça quand tu demandes de faire une chanson, c'est nul, Mmh. et ça l'est encore, mais les bases étaient là. Et donc du coup, ça toute la on s'est vraiment dit: «OK, il y avait des problèmes qu'on pensait complètement impossibles et là, ils ont craqué ça». Donc ensuite, ça a pris un peu de temps pour se faire connaître du grand public. C'était, décembre 22 qu'on a eu la sortie de ChatGPT, la version conversationnelle Mmh mh.
qui est assez addictif comme outil. Là, il pouvait écrire des paroles, comme Orelsan, c'est ce que j'avais demandé. Bon, c'est pas Ouais, vraiment comme Orelsan, mais c'était impressionnant déjà. c'est Tu vois? impressionnant. Après, moi, ma Ça avait été conviction, c'est impressionnant. que la manière dont sont faits les LLM, ils peuvent pas acquérir toute la sensibilité humaine Ouais. et ils peuvent pas faire de la littérature. Mmh mh. Ça, c'est un peu ma conviction et Ouais. on pourra en parler si tu Et veux. c'est pour un œil averti, hein. Il y a des choses où, bon, tu sais, tu as une chanson là qui a fait un carton, entièrement générée par de l'IA où, j'en parlais, récemment avec des gens, sur Suno, tu as des sons qui sortent en fait, qui sont même meilleurs que, certains artistes. Donc est-ce que le C'est problème clair. c'est la qualité des artistes ou c'est la qualité de l'IA? Je ne sais pas, mais Ouais, mais tu vois, je pense pas que ça va faire des titres, en fait, qui vont durer dans le temps. Tu vois? Tout ouais. comme là, dans la pop, bah, tu Ah plein oui, de tu penses chansons qui cette sont petite, sympathiques, mais ouais, le petit ça tu vois, ça touche sur l'instant T, mais ça va pas parler vraiment du ouais, plus profond de ton être. Ça va pas te mettre défi. en ouais, Défi Phoné. grave. OK, ouais. Et donc du coup, tu vois, il s'est passé ça dans la communauté de recherche, donc avec le truc qui sort et qui fait au départ l'effet waouh et après ça prend un peu de temps à devenir grand public. Mmh. Là, j'ai vraiment ressenti, qu'on a à peu près le même truc, mais sur la reconstruction 3D. Mmh. Où donc traditionnellement, ça s'appelait la photogrammétrie. Mmh. C'est-à-dire, je prends plusieurs photos et j'essaye de les assembler ensemble. Ça prend à peu près un quart d'heure, une demi-heure à être calculé et le résultat est pas terrible. J'essaie de Heu, les assembler ensemble pour avoir une représentation 3D, si on explique vraiment, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ouais, je prends mes photos, j'essaie d'identifier, OK, ça c'est la porte et du coup la porte, elle va ici en 3D. Là, j'ai une autre porte qui doit aller là. Mmh. Maintenant, je lui donne une photo. Tu vois, j'ai pris, juste, enfin, tu vois, avec mon téléphone, avec aucune information de plus que juste ma photo, et en 2 secondes, me Mmh. reconstruire en 3D et je peux prendre des mesures dessus. Mmh. Et ça, même prendre des mesures, pour moi, c'était impossible, Mmh. juste avec une image parce que tu as pas d'idée vraiment de Mmh. l'échelle. Donc il utilise le contexte à côté pour dire: «Bah, normalement, un canapé, ça fait à peu près telle Ouais, dimension» et du coup, il a une bonne intuition du nombre de centimètres que tu as sur l'image. ouais. OK. Et ça, c'est pareil, c'était des choses qui, il y a 1 an, c'était impensable. Mmh mh. C'est arrivé vraiment d'un coup et tant que tu l'as pas vu, tu dis: «Mais ça n'arrivera jamais, Mais quoi». qu'est-ce qui a changé du coup pour que ça arrive? Parce qu'en fait, de ce que je comprends, c'est que les méthodes avant, elles étaient hyper gourmandes en données, en compute et cetera, donc c'était pas efficient. Qu'est-ce qui a changé? Ouais. C'est un gars qui s'est dit: «Ah tiens, on va faire les choses comme ça» et finalement ça marche avec, moins de ressources ou c'est quoi, qu'est-ce qui a Donc permis là, ça? les algos derrière, donc tu retrouves un peu des transformers assemblés à des modèles de diffusion. Heu, bon, c'est un peu des mots techniques, mais grosso modo, les architectures ont rien de très révolutionnaire derrière. OK, Là, c'est vraiment l'accès à la data. OK. Autant sur le texte, en fait, on en avait plein. Ah, Sur la partie 3D, on en avait pas beaucoup. Pour OK. donner un peu un exemple, pendant mon doctorat, du coup, fallait que j'entraîne, tu vois, donc un petit robot. Je lui donne une instruction du type, «Va nettoyer les toilettes au second étage», donc dans une maison qu'il a jamais vue. C'est Mmh. pas facile. Tu vois, Mmh. même quand tu es humain, quand tu veux te déplacer, Ouais, dans un logement que tu connais pas, tu as un peu une intuition, mais c'est pas facile non plus. Et pour ça, on avait que 60 maisons pour s'entraîner OK. et c'est pas beaucoup. Et une manière de voir qu'on n'en avait pas assez, c'est donc j'avais fait un papier où j'avais téléchargé, Airbnb Mmh. et j'avais entraîné un modèle, sur les photos d'Airbnb parce que du coup, il se familiarisait un peu plus que c'était Mmh. qu'une maison De façon tout et à fait légale. Ouais. quasiment. Quasiment légale. Ouais. Et donc du coup, Ouais. ça permettait d'être, tu vois, au 1er sur le benchmark, Ouais. pendant presque 2 ans, ce qui, dans le contexte de la recherche, ça reste assez Ouais. rare de rester longtemps. Ouais, Donc donc il y avait c'est vraiment le vraiment côté l'accès où donc c'est excuse-moi, c'est l'accès à, plus de données qui fait qu'en appliquant les recettes du passé, on a eu cette révolution qui est arrivée en ouais, c'est 2025? ça. C'est OK, du coup, donc Meta était, vachement à l'avance là-dessus pour aller OK, collecter beaucoup de données de maisons, d'objets en 3D. OK. Et donc du coup, une fois qu'on a eu suffisamment de données, bah, on a pu générer, des modèles 3D et OK. maintenant qu'on a des modèles 3D, bah, on peut générer une quantité infinie de nouvelles représentations en Mmh. 3D et ça change vraiment la donne. Donc ça paraît un peu bizarre comme ça, cette histoire de, bah, en fait, tu peux générer maintenant des données synthétiques à l'infini et donc Mmh. tu peux venir entraîner plein de nouveaux modèles. Et Mmh. donc ce que dit Yann Lequin, c'est, ben, quand tu es humain, tu te fais une représentation, visuelle d'un problème. Lui, il donne pas mal d'exemples d'énigmes et en fait, Mmh. quand tu as l'énigme, bah, en fait, tu penses vraiment, tu as une image, un peu au-dessus de ta Mmh. tête,
de comment le faire et pour toi, bah, une fois que tu as fait cette représentation, tu résous le problème. Quand tu donnes cette même tâche à un LLM, bah, il galère. Il galère Mmh. à fond parce qu'il a lui, il peut faire un peu d'une représentation, mentale. On a plusieurs expériences comme quoi il fait ses représentations mentales. Mmh. N'empêche, il réfléchit avant tout avec la parole et c'est beaucoup plus difficile pour lui d'accéder à ce type de pensée. Mmh. Maintenant Attends, qu'on excuse-moi, ils se font des représentations mentales avec, ouais, les c'est LLM? assez intéressant. Il y a eu des expériences là-dessus qui ont été faites sur les jeux d'échecs. Oui, c'est ça, ils se représentent, le plateau plutôt que de juste appliquer les règles, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, quand Ouais. tu essayes de donc tu peux en donc tu essayes Mmh. de rentrer un peu le microscope à l'intérieur du réseau de neurones, Ouais. tu vois qu'il dessine un peu, dans ses neurones, le tableau d'échecs. Mmh. Mais comment c'est possible ça, si, c'est des modèles de langage avant tout? Ouais, parce que C'est quoi le le passage, je vois pas là, il me manque une ouais, étape. Ouais. c'est le moment où c'est un peu magique, c'est Ouais. qu'on appelle l'émergence IA, c'est que quand, à chaque fois qu'il franchit des nouveaux niveaux d'intelligence, en fait, il développe naturellement des facultés Mmh. qu'il n'avait pas auparavant. Ouais. Et donc pour réussir à jouer aux échecs, en fait, tu peux pas y arriver juste en apprenant par cœur des phrases, Mmh. bah, OK, après tel coup d'échec, il faut que je joue tel coup d'échec. C'est une nécessité, c'est la Mmh. condition, nécessaire pour réussir à jouer aux échecs, c'est que tu as une idée de à quoi ressemble le terrain. Mmh. Et donc on voit qu'il commence un peu à le faire, n'empêche que c'est très flou parce que, heu, ben, il manque d'expérience concrète de ce que c'est qu'un jeu d'échecs et là où Yann Lequin se dit: «Bah, en fait, l'humain, on est intelligent parce que quand on est bébé, on a un nombre d'informations qui nous tombent dessus qui Mmh. est c'est un nombre de data qui est complètement énorme et qu'on n'arrive pas du tout à simuler sur un robot. Mmh. Même le bébé, quand il est dans le ventre, il commence déjà à jouer, à donner des coups parce qu'il est déjà en train d'explorer. Mmh. Et puis les premiers mois, du coup, il est un petit peu, en train de s'émerveiller sur tout son univers et donc on avait ce problème de data. Maintenant qu'on a ces données synthétiques, ben, on peut faire jouer des IA à Mmh. interagir dans un environnement, avoir cette expérience, qu'on a, ça nous permet Mmh. d'avoir de la causalité, de se dire: «Bah, en fait, quand je fais tomber, un verre, il se casse sur le sol. OK, bah, je comprends l'effet donne la cause» et Mmh. ça, si jamais l'IA ne fait que de lire sur un article, elle a du mal naturellement à avoir cette notion-là et Mmh. ça a permis on l'a vu un peu en 2025 notamment sur les modèles de génération de vidéos, qu'ils étaient, beaucoup plus sensibles à la physique des choses Mmh. parce qu'on avait cassé un peu cette question, d'accès à la donnée, des modèles 3D, ouais. OK. Donc ça a changé pas mal de choses. Il y a pas mal de nouvelles répercussions, Ouais. qu'on peut en attendre. D'accord. Heu, Mais alors avant ça, donc en fait, c'est des avancées progressives, quoi, c'est ça? Il y a pas eu, c'est à force d'avoir des données, de tester des nouveaux modèles, donc enfin des mo non, des nouvelles architectures, si je puis dire, enfin techniques, le Gaussian splatting ou les choses comme ça, c'est ça? Ou c'est quelque chose de progressif ou c'est, bah, il y a eu, «Ah non, on s'est rendu compte qu'avec toutes ces données», enfin, tu vois, pour essayer vraiment de ouais, tu as comprendre. vraiment ce phénomène d'émergence. Ouais. Ah d'accord, Le ouais. phénomène d'émergence, c'est vraiment, en fait, pour l'instant, c'était pas possible de faire ça. Les résultats étaient vraiment ridicules Ouais, et puis d'un coup, ça devient plus du tout ridicule et ouais. c'est assez réaliste Ah d'accord, et donc c'est donc d'un coup, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, il y a pas grand chose qui est différent, tu vois, entre GPT-3 et GPT-2. ouais, Foncièrement, c'est juste un volume de données ouais, qui OK. a différé, mais c'est exactement la même architecture derrière. D'accord et donc Heu, dans l'IA 3D, c'est passé la même chose et c'est pas du fait d'un labo ou d'un autre, c'est, ouais, c'est super frustrant, ouais, parce que, bah, tu vois, tous les autres chercheurs qui ont apporté un peu leur pierre à la contribution, du ouais, coup, on se rappellera pas forcément d'eux, OK, ouais, ouais, mais c'est cool. toute la recherche, elle est ultra incrémentale. On fait que des petits bouts et d'un coup, tu as un truc qui explose Waouh, ouais. et c'est pas forcément. Enfin, tu vois, on a vraiment cette image un peu du savant qui, Oui, c'est «Je savais que ça, j'avais raison et les le autres avaient tort papier, et ouais, j'ai travaillé toute ma vie pour prouver ça». C'est pas du tout ça. ouais, OK, C'est juste, on a eu une émergence à un moment donné, ouais, on a laissé le modèle s'entraîner un peu plus longtemps et là, il s'est passé une dinguerie dessus, quoi. OK, waouh, super intéressant et donc, aujourd'hui, c'est quoi, les challenges actuels? Donc il y a eu cette émergence, donc maintenant, il faut s'en emparer et le mettre dans la vie réelle comme, toi tu le fais et chercher des nouvelles applications? Ou il y a encore, des challenges, enfin voilà, peut-être, le nouveau projet de Yann Lequin, les choses comme ça? Enfin, c'est quoi, en ce moment, ce qui se passe là-dedans? Ouais, tout dépend un peu de ce qu'on a aussi envie, nous, d'avoir en termes de société. Je pense que c'est important peut-être que les citoyens s'emparent un peu plus de ce sujet-là plutôt d'être passifs dedans. Ouais. En fait,
par exemple, la robotique, les humanoïdes, en 2022, c'était, donc quand j'ai fini mon doctorat, c'était considéré comme quelque chose d'un peu irréalisable. Mmh. On en était loin, très loin et c'était on disait, peut-être dans 10 ans, mais 10 ans dans la recherche, ça veut dire qu'en fait, on n'en sait rien. Il y a des verrous et peut-être qu'un jour, ça serait résolu, peut-être pas. Là, ce qu'on voit, c'est que maintenant, par exemple, la robotique, les humanoïdes, bah, ça devient vraisemblable. Mmh. On a cassé plusieurs verrous qui posaient problème. Donc en travaillant dessus, peut-être qu'on va se tomber sur on va se trouver un nouvel os, Mmh. mais ça devient réaliste et du coup, la question, elle est plutôt, nous, en termes de société, qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie de mettre, toute notre économie pour développer, des robots? Est-ce qu'on a envie de mettre nos efforts de société sur un autre projet? En Mmh. fait, on a aussi notre mot à dire derrière pour cette question. Parce que tu dis que ces répercussions, finalement, on peut les retrouver dans des tas d'applications, mais c'est hyper dur de se représenter, tu vois? Donc, vous, vous allez dans le domaine de la construction, rénovation énergétique parce qu'on comprend mieux, l'environnement, donc on peut chiffrer des choses plus facilement, on peut, tu disais, enfin, sûrement donc, tout ce qui est, réalité augmentée ou, jeux vidéo, entertainment et cetera. Mais ce que tu dis, c'est que ça ouvre, une nouvelle porte avec énormément de, en fait, c'est infini les possibilités avec une compréhension par la machine du monde en 3D. J'imagine que tu couples ça à du, LLM, comme ça on interagit avec cet environnement et je sais pas, compréhension, des lois de la physique ou que sais-je? Enfin, c'est quoi le Ouais, c'est un ça peu ouvre ça, quoi, en fait? donc c'est qu'en fait, on a des applications très concrètes. Tu vois, par exemple, dans le monde du bâtiment, on parlait du BIM, Mmh. donc c'est d'avoir un modèle, numérique du bâtiment et ça a jamais pris parce que tu as besoin d'avoir un capteur à 10 000 € pour le faire, Mmh. donc c'est un petit frein quand même Mmh. et donc maintenant, si tu veux juste, tu filmes, à l'arrache ta maison et tu as sa représentation 3D, Ouais. ça facilite quand même un peu la Mmh. chose, donc des applications très concrètes, OK, c'est génial. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que tu as une représentation 3D et que tu peux entraîner des réseaux de neurones à interagir dedans dans des et d'avoir les mêmes expériences en fait qu'un bébé, bah, ils peuvent développer la même intelligence qu'un humain et donc Ouais. du coup, tous les freins qu'on s'était dit sur les LLM en mode ben, ça peut pas aller très loin parce que, ça reste que de la pensée, sous la forme de texte et Mmh. c'est pas comme ça que l'intelligence fonctionne. On a cassé ce verrou-là et on se permet d'aller revivre l'expérience humaine de Mmh. différentes phases d'apprentissage et donc du coup, en fait, on ne sait pas où est-ce que ça va aller et potentiellement, c'est peut-être le chemin le plus court vers pour avoir des super intelligences de demain. Mmh. Peut-être qu'on se prendra un nouvel os, Ouais. mais ça casse vraiment une frontière qu'on avait, jusqu'à là. Mmh. Ouais, donc en fait, finalement, on va hybrider et comment dire? Là, on avait qu'une seule nouvelle forme d'intelligence avec la LLM, on peut hybrider ça avec, d'autres, formes d'intelligence et plus on fait ça et plus on se rapproche vraiment de l'intelligence humaine et donc qu'est-ce qu'on devient nous? Qu'allons-nous devenir? C'est, OK et donc là, tu as vu des projets, qui, s'appuient là-dessus. Donc il y a déjà vous, ce que vous faites pour accélérer, la rénovation énergétique et il y a des gains en productivité, faramineux et en précision surtout. C'est vraiment, je pense, le côté précision aussi qui fait que ça devient des applications viables. Tu as vu, d'autres applications qui commencent à émerger ou, parce que pour l'instant, on en entend plus parler, en mode: «Ouais, c'est des labos, donc c'est les grands chercheurs qui font ça dans les labos», donc encore loin du marché, hein, donc ils continuent à travailler dessus. Tu as vu, bah, j'imagine dans le monde de la robotique, mais peut-être, en France, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on le voit pas mal Quel est comme le dans le sujet? domaine de l'urbanisme. Ouais. Maintenant, on a pas mal de cartes du territoire en 3D. Mmh. C'est assez rigolo de se balader dedans, pour essayer de comprendre en fait, quel est le territoire qu'il y a derrière. Et ça, c'est vrai que c'est une application très concrète pour chacun d'entre nous. C'est que si jamais, tu vois, la municipalité comprend un peu mieux c'est quoi son territoire, quelles sont ses forces et faiblesses, ça lui donne un accès à une data qu'elle n'avait pas Mmh. auparavant et donc ça lui permet de mieux gérer sa planification pour un programme dans 5 10 ans. Mmh. On voit donc effectivement pas mal de projets, autour de la robotique qui sont en train d'émerger, et bien sûr des choses où l'utilité me paraît pas énorme, donc autour des jeux vidéo. Mmh. Donc là, il y a eu un papier la semaine dernière qui s'appelle, Infinite,
Infinite Surface, qui te Mmh. permet du coup d'avoir un terrain de jeu sur Minecraft infini Mmh. et très joli. Cool. Ouais, ouais. Et il y a une application, bah, au-delà, de celle sur laquelle tu travailles, jour et nuit, qui te rend vraiment, optimiste et même, plus, globalement, qu'est-ce qui te rend, optimiste, dans tout ça, pour l'avenir? Et qu'est-ce que tu aimerais voir comme projet, de société? Et la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qui te rend, pessimiste, d'un autre côté? Waouh, OK, elle est Ouais, grosse cette beaucoup question. là, méga question là. Hem, En fait, je vois vraiment l'IA comme un facteur, d'accélération. Tout va plus vite, donc tu as une forme d'optimisme énorme parce que d'un coup, tu as des super pouvoirs et le ciel est ta limite. Heu, c'est trop bien, c'est super excitant. De l'autre côté, ça veut dire que, ben, tout ce qui allait pas forcément dans la bonne direction, donc la désinformation, Mmh. les questions environnementales, bah, ça s'accélère aussi pas dans la bonne direction. Mmh. Donc ouais, moi, si jamais là, je peux faire un petit vœu pieux, c'est de me dire, en fait, ça serait chouette qu'on se dise un peu cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui est en train de se créer parce que, bah, on leur donne des outils un peu à tout le monde pour faire des choses. C'est de se poser un peu la question dans ta place dans la société, en fait, Mmh. qu'est-ce que tu veux créer? Si tu veux mettre en place un nouveau système, pour faire, plus d'engagement sur les réseaux sociaux et Mmh. plus, valoriser la publicité, bah, c'est possible, c'est chouette, mais est-ce que c'est vraiment, la pièce qu'on a envie d'apporter, à la société? Mmh. Et là, ce qui me rend un peu optimiste, c'est quand même de voir qu'on a des nouvelles générations où c'est des questions qui sont plus pris pour de la naïveté. Mmh. C'est pas en mode: «Oui, c'est mignon ce que tu me racontes». Mmh. Ça devient un peu un enjeu crucial. C'est, dans ma pyramide de Maslow, tu vois, j'ai mes premiers étages des besoins qui commencent à être un peu plus, Mmh. remplis. Maintenant, il reste le dernier étage dans la pyramide de Maslow, c'est quelle est, l'estime que je peux de moi, donc c'est-à-dire quelle est l'utilité que je peux avoir à la société et c'est chouette de voir que ça devient une question prépondérante, donc ça donne pas mal d'espoir, ouais. Cool. Et bon, on a ça pourrait aussi faire l'objet d'un épisode entier, mais par rapport à l'impact, tu as une position, tu vois, assez, tranchée sur, bah, l'impact, en fait, environnemental, de, l'IA, par rapport à la crise climatique. Tu peux en dire, 2 mots, comme ça, comment tu vois les choses, toi, IA utile versus, IA futile? Tu me parlais un peu du mode de calcul de l'empreinte environnementale, là-dessus. Je sais que tu peux le faire. Je te pose la question en fin d'épisode, mais ouais, toi, là-dessus, sur, heu, l'impact environnemental de l'IA pour des projets, hors, argile ou, qui œuvrent dans son sens? Ouais, je pense que j'ai un avis qui est assez clivant, mais je dirais qu'en fait l'IA, je trouve c'est assez sobre. Pourquoi? Par exemple, quand tu prends donc un usage constant, le coût d'écrire une ligne de commande et tu compares ça quand c'est écrit par un humain et quand c'est écrit par une machine, la machine va émettre entre 10 à 100 fois moins de CO2 qu'un humain. Parce qu'un humain, bah, tu as besoin à côté qu'il ait du chauffage, tu as besoin de l'alimenter, tu as besoin de pas mal de Mmh. choses. Donc en fait, quand tu calcules en cycle de vie pour un usage constant, l'IA est sobre dans ce sens-là. Mmh. Un autre truc que j'aime bien, moi, c'est quand même le côté aussi, c'est un outil qui est, démocratisé. Mmh. Si tu prends par exemple, donc en gros en termes de CO2, si tu prends l'aviation versus, le numérique, tu arrives peu ou prou au même nombre, d'émissions de CO2. Mais dans l'aviation, tu as 15 de la population mondiale qui l'utilise Mmh. et parmi ces 15 tu en as juste une minorité qui l'utilise très Mmh. régulièrement. Là où par exemple tu prends sur, internet, tu as les 2 tiers de l'humanité qui est connectée à l'internet. Mmh. Tu as aujourd'hui à peu près un tiers de l'humanité qui utilise les produits d'IA. Donc en fait, je trouve ça aussi plus fair de se dire, bah, on a un outil, qui certes va émettre un peu de CO2, mais qui par contre, est devenu quelque chose de très utile pour l'ensemble de l'humanité. Mmh. Et le troisième chose pour moi qui me semble, en fait, qui sort beaucoup dans le débat, c'est en termes d'ordre de grandeur. Il faut hiérarchiser les priorités. Aujourd'hui, si tu veux, tu vas avoir un impact positif, bah, tu peux juste dès demain, tu viens végétaliser ton assiette, tu viens décarboner ton Mmh. ton mode de transport, tu as divisé par 2 tes émissions carbone. Mmh. C'est chouette. Tu Ouais. vois, si tu te coupes complètement du numérique, tu vas peut-être économiser à peu près 5 de ton bilan carbone.
Par contre, ça va être quand même beaucoup, beaucoup d'efforts parce que notre société est devenue numérique. Mmh. Donc tu vois, dans la balance coût-bénéfice, bah, je Mmh. trouve que le numérique est quand même plus intéressant, que pas mal de nos usages. Mmh. OK. Hyper intéressant, ouais, comme perspective. C'est vrai qu'on l'entend pas, souvent, présenté comme ça, mais effectivement, bon, sous réserve, en fait, que l'IA bénéficie, bien à tout le monde et qu'on ne se retrouve pas à avoir, des fractures numériques, où finalement, l'IA, parce qu'elle sera devenue hyper chère et cetera, ne sera accessible qu'à une partie de la population, auquel cas, ce sera la même chose que l'aviation. Mais je trouve ça intéressant comme, si on voit, en fait, l'accès à l'IA comme un droit, tu vois? Mmh. Vu que c'est un outil, que demain, ce sera, enfin, de le voir toujours comme un droit plutôt qu'un privilège, c'est ouais, c'est une théorie, enfin, je veux dire une posture qui se tient tout à fait. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, à nous partager? Eh ben écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Peut-être en dernier sujet, je pense qu'il y a la question de la souveraineté, parce qu'on parle beaucoup du coup de la souveraineté, numérique. Moi je pense qu'il y a quand même vraiment un sous-jacent qu'on oublie, un peu la variable cachée dans tout ça, qui est, d'avoir la souveraineté énergétique. Mmh. Là, ce qu'on a vu sur la dernière année, c'est le fait qu'on ait une Union européenne qui est mis à l'assaut, de Trump. On a dû accepter, des tarifs de 10 et Mmh. la promesse d'acheter, 650 milliards de pétrole en 3 ans, enfin de ressources, fossiles aux États-Unis, qui est 3 fois notre consommation. C'est quand même Mmh. Ouais, ouais. absolument absurde. On a accepté que là, il y a une semaine, ils ont publié, leur plan de stratégie, de sécurité, étrangère, dans lequel ils annoncent le déclin de l'Europe Mmh mh. et leur soutien, aux partis d'extrême droite Mmh. et c'est une forme d'ingérence, heu, que le continent européen n'a jamais connue de son histoire, Ouais. et ça, on l'accepte uniquement parce que c'est le premier exportateur de gaz, c'est l'un des 3 premiers exportateurs de pétrole et on a besoin, de ça parce qu'on est en déclin énergétique en Europe, Mmh. et on est à la merci, en fait, de nos producteurs qui ont leur intérêt de ralentir toute forme heu, de transition écologique Mmh. et donc du coup de soutenir des pays des partis d'extrême droite, Mmh. pour affaiblir nos démocraties et donc moi ce qui tu vois, à chaque fois qu'en fait on vient remplacer une chaudière à gaz pour mettre, tu vois, une pompe à chaleur, Mmh. j'ai l'impression qu'on fait déjà un pas qui est énorme. Mmh. Une pompe à chaleur, ça va te permettre à peu près d'économiser, tu vois, sur une maison moyenne de l'ordre de 2 tonnes de CO2 par an. Ça va te permettre d'économiser, l'équivalent du coup en termes de gaz. C'est assez énorme. Mmh. Donc c'est pour qu'on puisse retrouver en fait notre pouvoir numérique, bah, faut qu'on retrouve notre pouvoir politique et pour Mmh. pouvoir retrouver notre pouvoir politique, bah, faut qu'on vienne, récupérer notre souveraineté énergétique. Ouais. On n'a plus de ressources, véritablement en Europe. Donc du coup, il faut qu'on vienne électrifier nos modes de consommation, nos modes de Mmh. transport, nos modes de chauffage. Donc ouais, c'était peut-être un peu un point où il faut se dire, en fait, dans tous ces débats-là, revenons à la question de l'énergie et comment est-ce qu'on peut accélérer, Mmh. ce type de système et ouais, c'est ce que j'espère qu'on apporte avec Argile. Ouais. Bah, un très beau, très belle conclusion, effectivement. Je pense qu'on pourrait encore, parler, pendant très longtemps de ce sujet-là. Mais, en tout cas, c'est super d'avoir, ce projet. Ça nous donne des pistes, hyper, positives sur ce qu'on pourrait, en fait, construire, dès demain en s'appuyant sur, l'IA, un petit peu de conviction et de bonne volonté. Bah, c'est un très beau mot de la fin. Je te remercie. Et donc merci beaucoup, j'étais ravie de te recevoir et merci à toutes et à tous d'avoir écouté IA Ethic Insider. Abonnez-vous, commentez, partagez, ça aide, le projet à se développer et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, restons critiques, curieux et engagés.